Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, c'est la première fois que l'on fait un debunk sur la chaîne et sur un sujet qui m'est très cher et sur lequel j'ai, je pense, une expertise assez légitime pour avoir été instructeur sur Super Étendard mais également sur Rafale Marine. C'est celui de l'annonce qu'il faudrait 4 mois pour former sur F-16, pour transformer, pour être précis, des pilotes ukrainiens. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est rapidement que l'on regarde d'où provient cette fuite, qui a été mis en avant par Yahoo News, qu'est-ce que c'est que le BPA, que l'on regarde en détail ce que les Américains préconisent pour la formation des Ukrainiens sur F-16, et ensuite que l'on regarde un peu plus en détail le fait qu'en fait, ils parlent de 1 an minimum à cause des cours d'anglais. Allez, tout ça, juste après le jingle. Roger, ball. Alors comme vous le savez, l'armée de l'air ukrainienne a des Sukhoi 27, a des MiG-29, ce sont des avions de génération soviétique, de culture soviétique, avec une IHS, un interface homme système réfléchi sur le modèle soviétique. On parle en mètres, on parle en kilomètres, on a des affichages en cyrillique, bref, ça n'a rien à voir avec la philosophie occidentale où nous avons des écrans avec des indications, tout simplement en anglais. Il faut donc, pour être efficace sur le champ de bataille, pouvoir rapidement, juste en un tiers de seconde, aller chercher une information au bon endroit. Et tous les cockpits occidentaux sont tournés, sont formés sur la même philosophie. Quand j'ai fait ma formation de pilote de chasse dans l'US Navy, j'étais sur T-45C et l'avionique du T-45C était calquée sur celle du F-18 afin de faciliter plus tard, une fois qu'on est sur nos avions de combat, cette habitude d'aller chercher l'information rapidement, car chaque microseconde compte dans un avion. Donc si vous avez une grosse expérience sur Sukhoi 27, une grosse expérience sur MiG-29, tout simplement, vos réflexes seront de revenir vers ce que vous avez connu, tout comme lorsque je suis passé du Super Étendard et que je suis allé sur Rafale, c'est deux mondes différents, pendant de longues semaines, tous mes réflexes de pilote de Super Étendard avaient tendance à revenir au galop. Il faut vraiment se battre contre soi-même, ça prend du temps. Et c'est pour ça que les transformations nécessitent quand même du temps, vous avez tous ces réflexes-là. Dans tous les cas, la fuite, elle nous provient de Yahoo News qui annonce qu'ils ont récupéré le fameux papier du Baseline Pilot Assessment. Donc en fait, un programme qui a été fait par les Américains, qui était prévu en décembre, qui finalement a eu lieu en mars, qui a duré 15 jours, qui a vu 2 pilotes ukrainiens, un capitaine qui a fait du Sukhoi 27, un major pilote de MiG-29, aller en Arizona, à Morris Air Base, Tucson, Arizona, avec la Air National Guard, la 162e Wing, où ils sont très habitués à former des pilotes sur F-16. Et là, il y a eu 4 observateurs américains, 3 majors et un lieutenant-colonel, donc que des instructeurs avec beaucoup d'expérience. Le plus jeune, si je puis dire, avait 1500 heures de vol sur F-16, 4 ans d'instruction. Le plus ancien, 2300 heures sur F-16, 6 ans d'instruction sur la transformation initiale. Leur objectif aux Américains était très clair. Mettre les 2 Ukrainiens dans 9 séances de simulateur pour un total de 11h30 de simulation, observer afin d'avoir une idée de leurs compétences et la faisabilité d'une transformation sur avion de 4e génération, donc sur F-16. Ensuite, observer s'il y avait besoin de faire des modifications par rapport au cursus classique de F-16 afin de proposer quelque chose d'adapté aux Ukrainiens et dans un dernier temps, faire un test, une observation de leur niveau d'anglais. À la fin de tout ça, qu'est-ce que l'on a comme témoignage? Que les Ukrainiens savaient faire des atterrissages moteur coupé. Je vous rappelle que le F-16 est un monomoteur, que l'atterrissage moteur coupé n'est pas quelque chose qui se fait régulièrement, mais ça ressort dans la fuite. Qu'ils pouvaient faire, en étant coachés en temps réel, des attaques air-sol et qu'ils pouvaient voler à très basse altitude. Et ce qui va nous intéresser de ces fuites, c'est, en fait, ça nous permet de savoir ce à quoi pensent les Américains pour ce qui est d'utilisation des F-16 par les Ukrainiens. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils ne comptent pas apparemment mettre l'accent sur les capacités de défense aérienne et de Fox 3, tir et oubli, de protection de l'espace aérien, mais plutôt sur des compétences d'attaque au sol ou d'attaque dans la profondeur. Pourquoi est-ce que je vous dis ça?
Ce qu'il en ressort, c'est qu'il faudrait 8 semaines pour les transformer sur le vecteur, apprendre les checklists, apprendre à mettre en œuvre l'avion, le piloter. Ensuite, il ferait 2 semaines de formation au vol très basse altitude. L'idée est donc de se rapprocher à très basse altitude de la ligne de front pour ensuite pouvoir délivrer de l'armement. On ne pense pas à monter en altitude, c'est probablement dû à la présence de systèmes solaires russes, et cela vient nous confirmer l'idée que la présence des systèmes solaires russes est facteur et est dangereuse. Cela permet également de se prémunir des tirs longue portée de la chasse adverse, donc il y a besoin d'utiliser le F-16 à très basse altitude. Ensuite, il ferait 3 semaines d'RR, et c'est là où c'est très intéressant, mais c'est un peu affaire de spécialistes. Ils disent que ça serait de l'RR un avion, ce qui ne se fait pas du tout d'un point de vue opérationnel en Occident, puisque la base de l'âge, on va dire, du fox-tree shooting, de la guerre longue portée moderne, c'est de travailler à deux pour maintenir ce qu'on appelle le support mutuel. Donc là, faire du combat tout seul, fox-tree, c'est vraiment pas utiliser le F-16 à son avantage, mais absolument pas. C'est vous laisser 70% de la plus-value des tactiques occidentales sur la table. Vous prenez pas. Un petit peu de vol à deux pour faire de l'interception. Et là, ça m'a vraiment attiré l'esprit. Pourquoi? Parce que en temps de guerre, la dernière chose qu'on veut faire, normalement, c'est de l'interception, sauf si c'est pour aller chercher des drones. Mais pourquoi faire l'interception là où normalement ils savent qu'en face c'est les adversaires? Donc l'interception à deux, c'est vraiment la base, c'est comment est-ce qu'on fait pour utiliser le radar et venir chercher un adversaire. Et ensuite derrière, une formation within visual range, donc en combat rapproché. Ce qui veut donc dire qu'ils formeraient d'utilisation du F-16 pour faire du vol très basse altitude et ensuite derrière savoir intercepter un avion. Alors si vous tirez dessus, c'est pas une situation d'avenir. Et ensuite se battre en combat rapproché, ce qui est par définition pas du tout ce pourquoi, normalement, vous voulez utiliser un F-16 en temps de guerre, ce qui est donc très intéressant. Est-ce que c'est volontaire de la part des Américains de faire fuiter ce genre d'informations pour faire croire que les F-16 ne seront pas là pour faire de l'RR vraiment massif? Peut-être, je ne sais pas, mais en l'heure actuelle, ce cursus de formation interpelle, puisqu'il met clairement en avant le fait que les F-16 seraient plutôt là pour faire du bombardement. Ensuite, il est dit que sur les 250 tâches qu'un pilote de F-16 doit savoir faire normalement pour être formé sur F-16, il réduirait ça à 160. Et là, ne vous y trompez pas, toutes ces tâches qui manquent, ce sont des tâches à haute valeur ajoutée très techniques. Donc ça, c'est un point important. Il retirerait donc toutes les, on va dire, des unités de valeur, comme par exemple le vol aux instruments en procédure américaine, l'ACM, Air Combat Maneuvering, 2 contre 1, à portée visuelle, le ravitaillement en vol qui ne sert à rien à l'heure actuelle en Ukraine, le close air support, ce pourquoi on pensait que le F-16 pourrait peut-être être utilisé. Donc là, on n'irait vraiment pas sur de l'appui-sol complexe, on irait sur de l'appui-sol préparé en avance et également tout ce qui est anti-surface, donc contre les bateaux. Donc ça nous laisse vraiment que des unités de valeur vraiment de base, comme j'en parlais il y a plusieurs mois sur la chaîne, les spécialiser dans une tâche spécifique. La problématique qui ressort quand même de cette observation, c'est un problème vis-à-vis de l'anglais et donc de la prise de conscience de situation dans le cockpit, et c'est pour ça que ce qu'on ne vous met pas assez en avant, c'est que dans ce document, dans cette fuite, dans le Baseline Pilot Assessment, ils disent bien qu'il faudrait 2 cours de langue. Les cours de langue aux États-Unis, c'est au DLI. J'ai eu la chance de faire 3 mois là-bas, c'était au Texas. Et l'objectif, c'est de vous amener à un certain niveau d'anglais classique et technique pour que vous puissiez être à l'aise dans les cockpits américains et avec la documentation américaine. Il faut comprendre la documentation du F-16. À partir de là, les Américains disent que sous 12 mois, ils pourraient former 12 à 14 pilotes. Et je vous renvoie vers mes autres vidéos où je vous dis que clairement, si on veut impacter le champ de bataille, c'est pas avec 12 ou 14 pilotes que l'on va pouvoir le faire. Il faudrait à minima le double. Et un autre point qui n'est pas du tout évoqué à l'heure actuelle dans le traitement médiatique, les mécaniciens. S'il y a du mal en anglais avec les pilotes, les mécaniciens, ça risque d'être également compliqué. Maintenant, il y a une inertie au début qui va consister à devoir former la première génération d'Ukrainiens sur le matériel, que ce soit en tant que pilote ou en tant que mécanicien. Et ensuite, la bonne idée, ce qui a été fait par le passé, typiquement pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est utiliser ces premiers pilotes formés, ces premiers mécaniciens formés pour former les autres plus rapidement. Et là, comme ça, vous enclenchez un cercle vertueux qui permet rapidement de monter en puissance, de monter en gamme. Donc pas du tout sous 4 mois, attention à ça, ou alors à un coût, j'ai envie de dire, opérationnel très dommageable, mais plus sur une durée plus longue. Maintenant, dernier point sur lequel je veux insister, au bout de ce cursus, on est face à des pilotes qui en France n'auraient pas du tout le droit, ou en Angleterre n'auraient pas du tout le droit d'aller au combat, qui ne sont pas du tout au niveau de standard de celui des pilotes occidentaux. Et il va falloir voir
toujours pareil, quel est le niveau de standard accepté par les personnes qui donnent les F-16, accepté par les Américains pour envoyer les pilotes ukrainiens au combat. J'insiste néanmoins sur un point. Si la volonté est d'envoyer des F-16 sur de la basse altitude et du bombardement chez l'adversaire et ensuite revenir, d'un point de vue prise de risque, d'un point de vue difficulté, c'est sans commune mesure avec aller s'affronter contre des MiG-31 qui ont de la A-13 ou contre des Sukhoi 35 qui ont de la A-12. Vous pouvez décider d'utiliser vos F-16 à des fins de bombardement, dire regardez on a des F-16, mais ne pas vous frotter à la chasse adverse, faire demi-tour à certaines distances, car le système électronique du F-16 vous permet de savoir si un radar adverse vous détecte. À partir de là, la conscience de la situation en tant que pilote de F-16 vous permet tout simplement d'éviter l'adversaire, d'éviter le combat. Donc livrer rapidement des F-16 pour aller impacter d'un point de vue bombardement le champ de bataille, tout en ayant des règles d'engagement et un niveau de risque autorisé par le politique qui vous impose de rester loin de la menace, est possible. Ça veut juste dire qu'il faut accepter de faire demi-tour, accepter de préserver le matériel plus que d'impacter le champ de bataille si besoin est. Et spoiler alerte, si vous prenez des théâtres d'opération comme par exemple la Syrie il y a quelques années, eh bien vous seriez peut-être étonné de savoir que des consignes pour des fois des équipages occidentaux étaient de faire demi-tour s'il y avait du russe pour éviter une montée des tensions ou une confrontation. J'espère que vous avez un peu mieux compris ce sujet. Nous en reparlerons dans les mois qui viennent. Dans tous les cas, je vous prépare également une vidéo sur la formation des pilotes dans l'OTAN et comment ça se passait déjà dès la Seconde Guerre mondiale. À très bientôt sur la chaîne, en conférence ou autre. N'hésitez pas à venir nous voir ou à vous inscrire pour notre prochain séminaire. On a du e-learning également qui va sortir sur la méthode débrief pour vous aider à reprendre le contrôle de votre propre aéronef. On vous dit tout ça très bientôt sur la chaîne. Et on a des jeux concours sur Instagram en ce moment. N'hésitez pas. Fly safe.